En Amérique, le président jure sur la Bible, en France, il pose devant la bibliothèque. Le livre est-il toujours vraiment un symbole de pouvoir à l'Élysée? En apparence, quand on jette un œil aux photos officielles de nos présidents, ça a l'air vrai. Mais en réalité, quelque chose a changé. Il y a 50 ans, on avait un prix Goncourt, André Malraux, à la tête du ministère de la Culture. Mitterrand, alors président, se baladait dans Paris pour acheter les 3 livres qu'il allait finir d'ici la fin de la semaine. Et aujourd'hui, on surprend François Hollande en train de rattraper ses lacunes en lisant l'histoire de France pour les nuls. C'est la honte. Les locataires de l'Élysée délaissent de plus en plus la lecture et l'image du pays en a vraiment pris un coup. Mais quand on y regarde de plus près, ce n'est peut-être pas vraiment les présidents qui ont changé, mais peut-être la manière bien particulière qu'ils ont de se servir des livres. Comment donc en 50 ans, nos chefs d'État ont volontairement choisi de mépriser la lecture? Et comment, malgré leur disparition, les livres sont devenus au fil du temps, paradoxalement, leurs meilleurs outils de communication pour advenir et rester au pouvoir. En vérité, il y a eu certains indices qu'on aurait dû voir. En 2008, alors qu'il était président, Nicolas Sarkozy décide de se moquer outrageusement d'un livre que tous les Français connaissent. Ça vaut autant que de savoir par cœur La Princesse de Clèves. Pour le nouveau chef d'État, aimer un classique comme La Princesse de Clèves, c'est un peu être comme le petit Fayot qu'on a au fond de la classe et qui veut bien se faire voir par la maîtresse. Sauf qu'après cette punchline politique, dans la salle après, le malaise est vraiment palpable. Enfin, j'ai rien contre. En fait, s'attaquer à un bijou du patrimoine littéraire français que le monde entier nous envie alors qu'on est président de ce pays, c'est vraiment comme tirer sur une ambulance. Donc les Français se sont insurgés. Cette princesse... Des hordes d'étudiants, de professeurs, de lecteurs se sont empressés de montrer au président qu'en France, le livre c'est sacré. Et que donc si c'est sacré, s'y attaquer c'est prendre de gros risques. Je propose une action politique, puisqu'on est à la télévision. Je propose que chaque Français envoie à l'Élysée, à Nicolas Sarkozy, un exemplaire de La Princesse de Clèves pour protester contre cette espèce d'éloge de l'inculture. Sarkozy, en pensant casser les codes avec cette petite phrase vicieuse, a en fait oublié deux choses. D'abord, qu'être un grand lecteur quand on veut habiter l'Élysée, c'est un gros atout. Les rats de bibliothèque comme Malraux, Pompidou ou encore Mitterrand réussissaient à capter les foules justement grâce aux nombreuses nuits qu'ils passaient à éplucher les livres. Mais le deuxième point encore plus important qu'il a oublié, c'est qu'en France, quand on attaque les livres, il contre-attaque. Juste après le coup de gueule du président, la collection Pléiade décide de faire passer La Princesse de Clèves dans le panthéon des classiques littéraires français. Action, réaction. Mais en fait, cette polémique du mépris de Nicolas Sarkozy pour le chef-d'œuvre de Madame de Lafayette, c'est assez normal que vous ne le connaissiez pas. C'est passé tellement inaperçu à l'époque qu'on en vient à se dire, est-ce que de nos jours, on s'en fout pas un peu que nos présidents aiment dévorer des bibliothèques? Prenez Macron ou François Hollande, certains électeurs préfèrent qu'ils maîtrisent le langage start-up plutôt que les grands classiques français. The glorious history of the Americans, France and the United States of America. Sauf que Macron a aussi été l'assistant de Paul Ricoeur, un des plus grands philosophes français du 21e siècle. Donc on voit bien que si les deux sont compatibles, c'est que certainement le problème ne vient pas des présidents eux-mêmes, mais plutôt du post-présidentiel. Comment le milieu politique français a évolué pour délaisser autant la culture, pourtant si chère, au patrimoine national? Quand j'ai commencé mes recherches pour cette vidéo, j'ai été frappé par cette histoire. En 2014, Fleur Pellerin, face à un journaliste curieux, s'est retrouvée incapable de citer le nom d'un prix Nobel de littérature contemporaine. Elle était ministre de la Culture. Vraiment, ça la fout mal. Mais quand 2 mois plus tôt, Patrick Modiano, romancier français, avait justement gagné ce prix Nobel-là, c'est simplement foutre en l'air son job. Patrick Modiano, vous êtes le nouveau prix Nobel de littérature. Je le dis à ceux qui n'auraient pas eu une connaissance jusqu'à présent de vos ouvrages. La ministre s'est rapidement défendue en disant qu'elle n'avait plus le temps de lire. Et que même, je cite, en 2014, un ministre n'est pas quelqu'un qui est payé pour lire des livres chez soi. Certes, on va pas la contredire, mais bon, un ministre de la Culture qui connaît pas la culture de son pays, bah c'est très embêtant. Donc j'ai continué mes recherches sur les habitudes de lecture de nos présidents, et là, j'ai eu un déclic. Est-ce que les livres étaient vraiment aussi importants pour nos anciens chefs de l'État, ou est-ce que c'est un mythe qu'on nous a inculqué? A-t-on vraiment vécu en France un âge d'or de la lecture et des livres au plus haut sommet de l'État? Si on fait un saut dans le temps, en fait le fossé il est flagrant, surtout parce que le livre avait à l'époque un rôle bien particulier chez nos présidents. Et pour ça, le cas de De Gaulle est vraiment éclairant. Plutôt que vous le raconter seul, je vais partager mon micro avec son petit-fils qui va vous raconter comment son grand-père, le libérateur de la France, a failli devenir bibliothécaire. Je vous jure, c'est pas une vanne. Oui, croyez-moi, bibliothécaire, c'est le plus beau des métiers. Mais si De Gaulle n'a pas réussi à accomplir cet objectif professionnel un peu fou, en fait, il garde quand même une place extrêmement particulière pour les livres dans sa vie. La bibliothèque, les livres étaient pour Charles de Gaulle un instrument de travail lorsqu'il était à l'Élysée. Lorsqu'il était à l'Élysée, président de la République, il avait aménagé dans son emploi du temps des zones
où il ne fallait pas le déranger. 3 après-midi par semaine. Donc autant vous dire que quand j'ai lu le témoignage d'un des camarades militaires de Charles de Gaulle quand il était au combat sur ses méthodes de lecture, j'étais choqué par sa rigueur. De Gaulle lisait près de 3 livres par semaine. Assis dans sa bibliothèque, entouré de ses 2200 livres, il s'attaquait d'abord à la table des matières, enchaînait sur le début des chapitres, puis finissait par leur conclusion. Et seulement après, il se plongeait dans le cœur des parties qui l'intéressaient vraiment. Selon son petit-fils, c'est précisément cette méthode de lecture qui lui a fait développer cette mémoire d'éléphant. Il était capable de citer des morceaux entiers de n'importe quelle pièce. Évidemment, le théâtre français, mais pas seulement. Il connaissait le théâtre grec, le théâtre latin. Sauf qu'à la différence de Sarkozy qui reniait la princesse de Clèves, De Gaulle, lui, faisait tout l'inverse. Lui, les livres, c'était des choses qu'il s'appropriait, qu'il intégrait complètement. Comme un chimiste qui tirait de ses flacons les substances les plus riches, le général tirait de ses lectures sa propre vision du destin de son pays. Donc on comprend qu'avant, les présidents français accordaient à la lecture une importance fondamentale pour cultiver leur vie intellectuelle. Et donc la question se pose, si on arrive à sortir du cadre privé pour aller dans le cadre public, est-ce que les livres en France avaient un impact sur la vie politique du pays? La lecture avait-elle réellement sa place dans le processus de décision politique d'un des hommes les plus puissants au monde? Avançons dans le temps jusqu'aux années 80. Quand la photo officielle de Mitterrand a été publiée, la France brillait sur la scène internationale par ses prouesses technologiques. Sauf que là où la France était unique, c'était qu'elle ne reniait jamais ses vieux symboles culturels pour faire plus jeune. Au contraire, Mitterrand a choisi de tenir entre ses mains un exemplaire des Essais de Montaigne pour sa photo officielle. Cette œuvre monumentale à la croisée de la littérature, de la science et de la philosophie qui mêle toutes les questions les plus fondamentales sur la condition humaine est mise au devant de la scène. Donc naturellement, beaucoup ont pensé que c'était pour faire le beau devant la caméra. Mais c'est mal connaître l'homme de lettres, l'homme qui aurait pu être prêt à donner littéralement sa vie pour les livres. En 1992, alors qu'il doit être opéré en urgence, contre toute attente, Mitterrand prend le temps de commander une édition originale d'un de ses livres préférés pour pouvoir le lire dès sa sortie de l'hôpital. Même face à la mort, le président ne transigeait pas avec la lecture. Donc quand on compare avec l'autre François président 30 ans plus tard, le contraste est clairement décevant. Mais vous allez me dire, c'est encore une stratégie de communication de la part de Mitterrand. Eh bien moi aussi, c'est ce que je pensais jusqu'à ce que je retombe par tout hasard sur cette vieille photo du couple Chirac, une photo qui à elle seule relance totalement le débat. L'homme de pouvoir, censé tout savoir de l'actualité, est littéralement plongé dans une pléiade, impossible de le déconcentrer. Sa femme, elle, lit l'actualité. Cette photo de paparazzi qui s'immisce dans l'intimité de notre ancien président nous démontre une chose. Le livre ici n'est pas un objet de communication, mais un objet de passion. C'est comme si à cette époque, la culture de nos présidents semblait d'autant plus forte qu'elle était d'autant moins montrée. La culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Le grand Chirac, le passionné d'anthropologie et d'arts africains comme asiatiques, marque la fin d'une époque. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on parle de livres en politique, on ne pense pas du tout à Mitterrand qui pose avec les Essais de Montaigne. Non, la première chose qui nous vient en tête, en fait, c'est ça. Si Éric Zemmour ou Jacques Chirac deviennent des best-sellers. Bon, parfois, c'est aussi un peu... Florian Philippot, Christine Boutin ou Marlène Schiappa. Depuis la fin des septennats, les politiques écrivent en permanence car ils sont en campagne de manière permanente. Et on pourrait se dire qu'avec leurs agendas, c'est difficile de s'accorder du temps pour écrire. Mais même De Gaulle, qui devait reprendre la France aux Allemands, écrivait et apprenait par cœur chacun de ses discours pour encore mieux les incarner sur scène. Donc c'est quoi la vraie différence entre avant et maintenant? Prenons Révolution, le premier livre d'Emmanuel Macron. Dès sa sortie, une première chose étonne. Plutôt que de donner envie de lire son livre par des mots, il choisit de montrer son portrait. Ce qui est très étonnant aussi, c'est cette 4e de couverture, regardez. Alors évidemment, c'est osé. Beaucoup l'ont traité de narcissique, mais essayons d'aller plus loin dans l'analyse. En fait, cet égocentrisme se ressent encore davantage quand on se concentre sur le contenu et la structure du livre même. Paradoxalement, pour expliquer sa vision de la France, il se vend lui-même. C'est même encore plus flagrant que ça quand on regarde le sommaire du livre. L'enchaînement des chapitres parle de lui-même, qui je suis, ce que je pense, puis enchaîné sur un ce que nous sommes. Et cette obsession du jeu forcé par la campagne est même visible dans son écriture. Le jeu y est mentionné plus de 523 fois sur un livre de seulement 140 pages. Si je n'ai pas réussi à me procurer d'autres livres de campagne plus anciens pour comparer, le livre publicité, comme on pourrait l'appeler, est désormais omniprésent en politique. Mais si c'était seulement pour se faire élire par les foules, bon ok, c'est normal pour un politicien. Sauf que plus récemment, le livre a pris une dernière forme bien plus inattendue. En 2003, lorsque l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing est élu à l'Académie française, il rappelle sa peur de la disparition de la civilisation de l'écriture face à la vitesse des progrès des nouvelles technologies. En France, personne ne réagit. Puis 20 ans plus tard, en janvier 2022, le président Macron fait publier 7 photos sur son compte Instagram. On y voit des livres entassés sur ce qui semble être le bureau du président. Des observateurs ont donc noté les lectures de notre président. On y trouve les mémoires de De Gaulle, Carrère d'en cause sur l'Académie française et
One Piece. Non, on va pas essayer de nous faire croire ça quand même. En fait, c'est évident, chaque livre de ce post Insta est un espèce de symbole politique qui envoie un signal à un électorat bien précis. Les mémoires de Gaulle pour les plus patriotes, l'Académie française pour les intellectuels et les mangas pour les jeunes que Macron a perdus pendant son premier quinquennat. Donc ça devient plus clair. Après Chirac, un changement autour de la manipulation du livre s'est opéré. Être un homme de culture n'était plus un objectif pertinent. Il fallait devenir un homme de terrain qui considère les livres comme un symbole poussiéreux pour accéder au pouvoir. Certains y voient comme explication le jeu des réseaux sociaux, d'autres l'affaissement général des livres dans la société. Personnellement, ce n'est pas mon cas. J'ai une autre intuition que j'ai pu vivre par moi-même qui est le parcours académique. Nos présidents sont en fait de plus en plus des gestionnaires et de moins en moins des littéraires. Et c'est précisément ce que deux sociologues, Baudelot et Establé, rappelaient dans le livre Le Niveau monte en disant que le cadre supérieur moderne doit apprendre l'art de la lecture rapide, le résumé, les langues étrangères orales et le tennis. En fait, aujourd'hui, c'est cette nouvelle esthétique qui plaît. Nos présidents ne deviennent pas moins cultivés, au contraire, ils apprennent peut-être davantage. Mais en se bourrant le crâne, ils ont beaucoup moins de temps pour faire vivre la vie intellectuelle que leur donneraient les livres. Et c'est précisément pour ça que certains des présidents les plus passionnés de littérature n'ont en réalité pas fait les plus prestigieuses écoles. Plutôt qu'étudier les livres, ils les ont vécus. Qu'on repense à De Gaulle qui se rêvait bibliothécaire au front face aux Allemands ou à Mitterrand qui échangeait sur les pages blanches de ses livres avec Marguerite Duras, c'est en fait fondamentalement nos présidents qui ont évolué, pas les livres. Je vous recommande vraiment d'aller voir la vidéo sur McKinsey qui est éclairante pour comprendre cette transition, puisque le président Macron est lui-même empêtré dans une énorme polémique avec le cabinet. D'ailleurs, ce qu'on disait des chiffres dans cette vidéo est en fait aussi vrai que pour les mots. Plus que jamais, la manière d'utiliser le texte semble bien plus importante à notre époque que le texte lui-même, qui n'est plus finalement qu'un support de pouvoir. Mais plus généralement, ce déclin de l'incarnation de la culture par nos présidents reflète une tendance plus philosophique. Dans son livre L'accélération de l'histoire, Christophe Bouton montre comment le numérique précipite les événements, comment les écrans nous poussent à aller toujours plus vite et parfois à se perdre dans cette pression de la vitesse. Je trouve ça profondément juste. Nos représentants politiques, en délaissant les livres, perdent de leur charisme et donc de leur substance. Mais si je ne paye pas un politique pour qu'il lise autre chose que des notes écrites par des petites mains, j'espère au moins qu'il parvienne à s'accorder ce temps dans son temps libre pour pouvoir lire et s'imprégner et défendre au mieux les valeurs de son pays. Ces mêmes valeurs qu'incarnent le rouge et le noir de Stendhal, les fleurs du mal de Baudelaire ou la princesse de Clèves. Pour peut-être, au détour d'une affaire qui agite l'actualité, pouvoir y répondre avec élégance comme le faisait si bien Pompidou. À Marseille, une femme, un professeur, 32 ans, est condamnée pour détournement de mineurs. Elle se suicide. Vous-même, qu'avez-vous pensé de ce fait divers qui pose, je crois, des problèmes de fond? Eh bien, comprenne qui voudra. Moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus. Celles qui ressemblent aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'Éluard. Merci, mesdames et messieurs.